Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Alors, essayons d'imaginer la scène. Des boîtes, des cartons, plein de souvenirs. Oui, Et tout ça est déposé de façon très solennelle dans un lieu officiel. c'est ça. Ça s'est passé le 17 décembre 2025. Le collectif Voix libérée a remis 71 documents aux archives départementales d'Indre-et-Loire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir de qui on parle. Exactement, ce ne sont pas des professionnels. On parle d'anciens membres des Petits Chanteurs de Touraine. Voilà. Ils déposent des bouts de leur jeunesse, des années 60 aux années 2000. Les sources, elles décrivent un moment très fort, très chargé en émotions. On pourrait se dire que c'est de la nostalgie, mais ça a l'air d'être bien plus que ça, non? Ah oui, bien plus profond. Pour comprendre l'enjeu, il faut voir d'où on part. C'est-à-dire, Pendant des décennies, cette mémoire était en fait complètement éclatée. Des carnets de route, des photos, des vinyles, des choses qui dorment dans les greniers. exactement. Chez des dizaines de personnes. Une mémoire hyper fragile en fait. Un déménagement, un décès, et hop, tout disparaît. Surtout s'il n'y a rien pour centraliser tout ça. Justement, il n'y avait aucun fonds institutionnel. Les archives historiques principales, celles de la Manécanterie, elles étaient conservées de manière privée par l'abbé Bernard Tartu. Et jamais partagé, donc. Jamais. Donc d'un côté, on a une mémoire officielle, verrouillée, et de l'autre, des souvenirs personnels qui risquent de s'effacer. La menace, elle est là. Je vois. Et c'est là que le geste du collectif devient autre chose. Tout à fait. Ils dépassent le simple sauvetage. D'ailleurs, ils emploient des mots très forts pour décrire leur démarche. Ils parlent d'un acte politique et éthique. Politique. Ouais. C'est un mot qui surprend quand on parle de vieux souvenirs. C'est un mot fort, mais il est choisi à dessein. Alors, qu'est-ce qui, dans ces archives, est politique et pas juste de la conservation? C'est le contenu. Le contenu est crucial. Parce que oui, il y a les photos de jeunesse, les programmes de concert. D'accord. Mais à côté de ça, le collectif a volontairement ajouté tous les documents liés à son combat de ces 4 dernières années. Ah, Les statuts de l'association, le dossier judiciaire pénal, les échanges avec le diocèse, les démarches auprès du tribunal pénal canonique national. ah oui, d'accord, je vois. C'est là qu'on y vient. Quand ils disent vouloir que les chercheurs comprennent comment de tels faits ont été possibles, on comprend qu'il y a un contexte d'abus, de souffrance. C'est précisément ça. Et tout d'un coup, une simple photo de classe devient une pièce à conviction. Ça change toute la perspective. Ça donne une dimension psychologique immense. Imaginez une seconde, tenir dans vos mains à la fois une photo de vous à 12 ans, souriant, et juste à côté, la plainte que vous avez déposée 40 ans plus tard. C'est une vie entière qui est résumée là. C'est ça. C'est une étape qui est même reconnue dans les processus de justice réparatrice. Créer une archive formelle, c'est une forme de guérison. Et l'action ne s'arrête pas là. Ils lancent un appel. Oui, d'abord aux autres anciens pour qu'ils viennent enrichir ce fonds, même avec des choses modestes. Mais l'appel est plus large. Beaucoup plus large. Et c'est peut-être ça le plus important. Il s'adresse à d'autres collectifs de victimes, dans l'Église ou ailleurs. Et le message, c'est quoi? Le message est incroyablement puissant. Préserver ces archives, ce n'est pas se tourner vers le passé. C'est un moyen de protéger l'avenir. Protéger l'avenir. C'est une idée forte, ça. On pense toujours aux archives pour comprendre le passé. Là, c'est l'inverse. C'est un bouclier pour le futur. Exactement. L'archive n'est plus un mausolée, c'est une arme. C'est une manière de dire « on laisse ces preuves pour que plus personne, jamais, ne puisse prétendre qu'il ne savait pas ». Pour que ça ne se répète pas? Voilà. C'est une réappropriation totale de leur récit. Ils reprennent la parole là où on leur a imposé le silence. Donc, en rassemblant toutes ces pièces, ils ne font pas que reconstruire leur histoire. En fait, ils bâtissent une forteresse pour empêcher qu'on l'efface. C'est tout à fait ça. Et ça nous amène à une question qui nous dépasse un peu tous, au fond. Au-delà de ce cas, Oui, comment une communauté, une société, décide des histoires qui méritent d'être sauvées de l'oubli et de celles qui, au contraire, risquent de disparaître? Et surtout, quel est le prix que l'on paie collectivement pour ce silence? Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.